je mets en plein écran. J'attends un petit peu pour être sûr. Donc voilà, je pense que du coup, tout le monde doit voir mon écran à présent. Alors, le sujet d'aujourd'hui. Pour ceux qui avaient pu participer au précédent webinaire, on a déjà abordé deux sujets qui étaient intéressants et qui sont un petit peu connexes. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait participer à celui-ci, même si vous n'avez pas participé au précédent. On avait parlé d'intelligence artificielle et des limites un petit peu aussi des algorithmes. Et on avait parlé aussi de matching de big data il y a une semaine ou deux. Voilà, donc pour ceux qui ont participé au précédent webinar, il y a quand même des points, vous allez voir, de convergence. Et ce que vous avez pu apprendre précédemment vous permettra peut-être aussi d'avoir une vision plus globale aujourd'hui. Alors, le sujet. D'ailleurs, il est écrit comment les algorithmes réduisent-ils la discrimination à l'embauche. On peut même peut-être formuler le webinaire différemment. C'est est-ce que les algorithmes permettent de réduire la discrimination à l'embauche? Question qu'on va essayer de se poser ensemble aujourd'hui et essayer d'apporter une réponse. Alors, je vais commencer d'abord par la notion et le sujet de la discrimination. Évidemment, c'est un sujet qui est extrêmement important et un sujet qui est d'actualité. Fin décembre, début janvier 2020, deux études ont été réalisées à la demande du gouvernement français qui a mandaté des chercheurs de l'université Paris-Est. D'accord. Ces chercheurs ont candidaté dans un certain nombre de grandes entreprises françaises. Donc, il y a eu deux études. Une d'abord qui s'est focalisée sur le CAC 40, donc les 40 plus grosses entreprises françaises, puis une autre un peu plus large sur ce qu'on appelle le SBF 250, donc un peu plus d'entreprises. Au total, 103 entreprises ont été testées et un peu plus de 17 000 candidatures ont été envoyées. L'idée, c'était d'essayer d'identifier si les pratiques dans nos grandes entreprises françaises en matière de discrimination étaient au niveau des attentes, au-dessus ou en deçà. Donc, je vous ai mis quelques articles, ça a fait les titres de plusieurs journaux, Le Figaro, Le Monde, Le Point et plein d'autres. Voilà. Et donc, l'idée, c'est absolument pas pour moi de pointer du doigt éventuellement les entreprises qui ont été blâmées. Je pense que ce n'est pas le but. En revanche, c'est de se poser collectivement la question comment l'étude a été menée, quel est l'impact, est-ce que chez nous, si on avait été testé, quels auraient été probablement nos résultats, est-ce qu'on met tout en œuvre pour limiter la discrimination, est-ce qu'on met en œuvre est efficace ou pas. Voilà, donc je vais essayer de vous partager ça, sachant que j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer Yannick Lorty, qui est le directeur de recherche de cette étude. Donc voilà, j'ai pu un petit peu également creuser dans le sujet. Point intéressant à vous partager, il m'a confirmé que ce type d'études allait se multiplier et pas que sur les entreprises du CAC 40. Alors évidemment, on ne va probablement pas cibler, je pense, les PME françaises. Néanmoins, ce type d'initiative a vocation à se multiplier. Donc, c'est en plus intéressant qu'on soit tous vigilants. D'autres tests sont actuellement en cours. Alors, ces chercheurs ont candidaté dans 103 entreprises françaises. Ils ont candidaté de trois façons. Donc, la démarche a été la suivante. Dans la première façon, ils ont répondu à des annonces. Donc, des annonces que diffusent des entreprises, soit sur leur site carrière, soit sur des sites emploi, style Météo Job, Région Job, Cadre Emploi, l'APEC. Deuxième façon également, ils ont également réalisé des candidatures spontanées dans les entreprises. Et enfin, troisième type de contact qu'ils ont eu avec les entreprises, ils ont fait simplement des demandes d'informations concernant le processus de recrutement, ils ont vu s'ils avaient une réponse ou pas. Alors, comment s'est fait ce test, cette étude? Elle s'est faite par une méthodologie qu'on appelle l'approche par pair. Alors, l'approche par pair, ça consiste pour chaque entreprise, chaque candidature à envoyer deux CV. Deux CV qui étaient strictement identiques, hormis deux informations particulières. La première information, c'est le nom et le prénom du candidat. Donc, vous pouvez voir, pour les hommes, d'un côté, le CV était au nom de Julien Legrand ou Nicolas Leroy. De l'autre, il était au nom de Mohamed, d'Hicham, d'Ahmed. Voilà, la même chose pour les femmes. L'idée, c'était de voir si est-ce que la consonance du nom avait une influence dans le processus de recrutement sur la capacité du candidat à être reçu en entretien d'embauche. La deuxième, c'était l'adresse du candidat. Donc, vous pouvez voir en dessous, il y a le candidat de référence, candidat français d'origine maghrébine et candidat résident en QPV. Donc, QPV, ça veut dire
quartiers politiques ou prioritaires de la ville. Donc, ce sont des quartiers considérés comme plus sensibles que les autres quartiers. Donc, l'idée, c'était d'analyser deux choses. Est-ce que le lieu où les candidats habitent a un impact sur le fait qu'ils avancent dans le processus de recrutement ou pas? Et est-ce que leur nom et leur prénom et la consonance de ce nom et ce prénom avaient un impact? Voilà, donc approche assez intéressante. Alors, élément supplémentaire, sur quel métier ces candidatures ont-elles été faites? Sur 7 métiers différents que vous pouvez voir ici: assistant commercial, chargé de clientèle banque assurance, chargé de clientèle autres secteurs, développeur informatique, comptable, responsable administratif et serveur dans la restauration. Donc, vous voyez que l'idée, c'était quand même de faire ce test sur un panel relativement, enfin, un peu large de métiers et de niveau de qualification, puisque ça va de Bac plus Pro à Bac plus 5. D'accord? Dans l'étude, les chercheurs mentionnent avoir choisi ces métiers aussi parce que ce sont des métiers en tension et donc normalement sur lesquels il devrait y avoir en théorie un certain nombre de réponses, enfin, un volume de réponses positives de la part des recruteurs assez significatif, puisque comme ce n'est pas facile de trouver qu'il y a beaucoup de demandes, normalement, on devrait avoir du coup plus de réponses positives de la part des entreprises et donc ça permettait de mener l'étude plus facilement. Donc voilà un petit peu pour les informations. Et du coup, je vous donne un peu le résultat de l'étude qui est assez intéressant. Que ça soit en réponse à des offres ou en candidature spontanée, vous avez 20 à 30% de chances en moins d'avancer dans le processus, donc d'être reçu à un premier entretien physique ou un entretien en vidéo, si vous avez un nom à consonance nord-africaine maghrébine versus si vous avez un nom à consonance française. Donc voilà, à CV strictement identique. D'accord? Et il y a également un léger décalage entre en fonction du lieu de résidence, mais l'impact est moins significatif. Et comme ce type d'étude, vous pouvez le voir, intervalle de confiance à 90% a forcément des marges d'erreur, la conclusion la plus importante, la plus significative de cette étude, c'est que dans nos entreprises, dans nos grandes entreprises françaises, on a moins de chances d'avancer dans le processus, 30% de chances en moins, si on a un nom à consonance nord-africaine. Bien. Élément supplémentaire, du coup, les chercheurs ont pu cadrer une sorte de niveau de discrimination et il s'avère, élément supplémentaire et assez, peut-être étonnant, qu'au plus l'entreprise était de taille importante et internationale, au plus la discrimination y était forte. Et donc, ça a été un premier point d'interrogation qu'ont soulevé les chercheurs, c'est de dire, c'est étonnant parce qu'en fait, la plupart de ces entreprises sont extrêmement internationales et donc, normalement, évoluent dans un cadre multiculturel très important. Et donc, c'est étonnant qu'elles-mêmes discriminent puisqu'elles sont censées, théoriquement, compte tenu de leur zone géographique d'intervention, se rendre compte de l'intérêt de la diversité au sein de l'entreprise. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Une des explications évoquées par l'étude, alors je ne m'avance pas si c'est vrai, c'est que peut-être aussi que ces entreprises étant attractives, elles reçoivent beaucoup de CV et ont plus le choix. Et donc, comme elles ont le choix, parfois tombent dans l'erreur de faire une certaine discrimination. À nouveau, mon but n'est pas de juger les entreprises, je laisse chacun le fait de se faire sa propre analyse. Très bien. Alors, là où c'est très intéressant, j'ai pu du coup échanger avec le directeur de recherche qui a ensuite pu rencontrer un certain nombre de ces entreprises avant que la publication des résultats soit faite, puisque évidemment, le gouvernement se doutait bien que ça aurait un impact significatif en termes de marque employeur et d'attraction des talents. 3 réponses principales ont été faites par les entreprises et ces réponses sont a priori moyennement valables. La première réponse, c'est certaines entreprises ont fait valoir le fait que l'échantillon n'était pas représentatif, c'est-à-dire comme il y a eu 17 000 candidatures dans une centaine d'entreprises, ça faisait entre 100 et 200 candidatures par boîte. Et donc, par exemple, une grosse entreprise française a répondu « Oui, mais vous savez, monsieur, nous, on fait 4 000 candidatures par an. Donc, vous ne pouvez pas estimer qu'avec un test sur 100 candidatures, ça soit représentatif. » Ce à quoi, du coup, le directeur de recherche répond que statistiquement, cette réponse est fausse, puisqu'il faut effectivement que l'échantillon soit représentatif en termes de diversité de métiers, mais que la taille de l'échantillon n'est pas liée à la taille de la population cible. Je m'explique, c'est-à-dire que
Si vous faites un sondage pour la présidentielle en France et en Irlande, votre sondage, vous allez prendre 1000 personnes en France et 1000 personnes en Irlande, même s'il y a 6 millions d'Irlandais et 60 millions de Français. Donc, d'un point de vue statistique, il n'y a aucun problème à ce que le test soit fait sur 100 candidatures, même si l'entreprise recrute 4000 personnes à l'année, donc elle reçoit peut-être 40 000 candidatures par an. Donc, statistiquement, la première réponse n'est pas une bonne réponse. La deuxième, certaines entreprises ont dit oui, mais en fait, cette discrimination en fait, ne fait pas partie de la politique de l'entreprise et il s'agit un petit peu d'initiatives individuelles de managers isolés. On comprend, on peut imaginer ou concevoir, en tout cas, je pense que effectivement, il ne soit pas facile d'encadrer dans des structures de taille très importante les pratiques de tous les managers. Néanmoins, légalement, ce n'est pas une réponse puisque depuis, je pense, c'est 2013, dans toutes les entreprises de plus de 3000 collaborateurs, l'ensemble des managers doivent être formés à des pratiques de non-discrimination. Donc, on ne contrôle pas n'est pas une réponse légale, même si, je veux dire, sur des milliers de personnes, peut-être qu'elle peut s'entendre, mais en tout cas, elle ne justifie pas l'élément. Mais effectivement, c'est un point de complexité. Comment on harmonise les pratiques? Et c'est un peu lié au troisième point. Certaines entreprises ont clairement dit, mais vous savez, en fait, les candidatures spontanées, c'est hors process. On ne traite pas les candidatures spontanées, c'est-à-dire que pour nous, elles n'existent pas. Ce à quoi, à nouveau, d'un point de vue légal, cet argument n'est pas recevable, puisque la candidature spontanée, à moins de le mentionner clairement sur votre site, nous ne traitons pas et nous ne souhaitons pas recevoir de candidature spontanée, fait partie du process classique de recrutement et est jugé comme tel. Voilà. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est au-delà d'identifier les points de faiblesse, c'est de dire comment on peut répondre à cette problématique de discrimination, quelles sont les solutions. Évidemment, le gouvernement en propose certaines, des formations, c'en est peut-être, des amendes, donc ça c'est une réponse peut-être aussi législative ou financière. On a des réponses de communication, donc dire je vais nommer à chaque fois qu'il y a des tests les entreprises qui ne respectent pas les règles, ok, mais on est dans le curatif, on n'est pas dans le préventif. Et donc la question c'est quelles seraient les solutions disponibles pour les entreprises à mettre en œuvre directement pour essayer de limiter la discrimination. Et donc, la question, et on en vient au sujet d'aujourd'hui, c'est évidemment, puisque du coup, chez Clever Connect, nous, on développe des logiciels dans le recrutement, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que des logiciels, et derrière ces logiciels, du coup, des algorithmes, permettraient ou permettent de lutter contre la discrimination dans nos entreprises. Alors, pour ça, je vais d'abord, du coup, je vais passer juste 2 slides à vous illustrer un outil dont on dispose qui s'appelle HR Match. Très simplement, vous avez des candidats qui vont soit aller sur un site emploi, soit directement sur votre site carrière et qui vont postuler. Notre outil, du coup, HR Match, va permettre automatiquement, dès que la candidature est faite, de scorer, de hiérarchiser les candidats par degré de pertinence, d'adéquation par rapport à l'offre côté recruteur. Donc, par exemple, ici, typiquement, c'est factice, c'est pour le cadre de la démonstration, mais par rapport à l'offre, le candidat Pierre Dupont a 75% de correspondance, c'est-à-dire qu'on retrouve dans son CV 75% des compétences, des prérequis qui étaient présents dans l'offre. Et donc, automatiquement, HR Match va analyser le contenu du CV, le contenu de l'offre, les comparer. Et du coup, dire ce candidat il correspond à 90, celui-ci à 80, celui-ci à 70, celui-ci à 60. Ce qui permet, du coup, de façon automatique, directe, systématique, de hiérarchiser les candidats strictement sur la base de leurs compétences, donc ce qu'ils ont pu, de leurs expériences, de leurs diplômes, donc en fait, ce qui a été réalisé dans le passé, leurs hard skills par rapport à l'offre, et en total, théoriquement, objectivité. Une fois que ces informations ont été traitées, le CV et les informations sont remises à l'ATS et à disposition du recruteur pour ensuite dire du coup, je vais pouvoir contacter tous les candidats qui ont au moins 80% des compétences attendues pour le poste et les recevoir en entretien. Alors, théoriquement, HR Match, en fait, dans cet aspect lutte contre la discrimination, ça permettrait quoi? De traiter toutes les candidatures de façon instantanée, c'est-à-dire que dès que la personne postule, le CV est traité, il n'y a pas de temps de latence.
d'accord, avec une stricte équité. C'est-à-dire que ça ne dépend pas du recruteur ou du manager qui reçoit le CV, c'est-à-dire que tous les CV qui entreraient dans l'entreprise automatiquement seraient dirigés vers cet outil, qui traiterait du coup toutes les candidatures de la même façon, avec le même œil. Okay. Et ensuite, a posteriori, de pouvoir le justifier, être en capacité d'apporter la preuve du choix incombe à l'entreprise pour pouvoir démontrer qu'il n'y a pas de discrimination dans les pratiques. Donc, au-delà des aspects gain de temps, évidemment, qui ne sont pas le sujet aujourd'hui, mais c'est tout de même un élément intéressant, on pourrait se dire, bah, alors en fait, HR Match ou d'autres logiciels, parce que, évidemment, d'autres entreprises permettent de faire différemment, mais permettent potentiellement d'apporter ces résultats-là, on pourrait dire, mais c'est super, c'est la solution, c'est the solution. Sauf que, vous le savez bien, si la solution parfaite, évidente, existait, elle serait probablement déployée dans toutes les entreprises du monde. Or, j'aimerais bien, mais ce n'est pas encore le cas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut être en capacité aussi de prendre du recul par rapport aux algorithmes. J'ai envie de vous parler, et pour ceux que ça intéresse, d'un bouquin qui s'appelle Algorithme, bombe à retardement. Donc, ça a été écrit en anglais par une dame qui s'appelle Cathy O'Neill, qui est une chercheuse qui a travaillé notamment à Wall Street sur les algorithmes de trading et qui a écrit ce bouquin en expliquant que, attention, aucun algorithme n'est neutre. Un algorithme est toujours lié à la donnée qui a servi à entraîner cet algorithme et tout algorithme est toujours le reflet de la façon de penser, de la philosophie de ses créateurs. D'accord? Donc, dire qu'un algorithme est neutre et 100% objectif est faux. C'est un mensonge. On peut essayer de réduire les biais au maximum, mais le biais zéro, l'objectivité à 100% n'existe pas. On pourrait faire cette analogie en disant les humains ont des biais, les humains ont créé les algorithmes, donc les algorithmes ont des biais. D'accord? Donc, il faut se méfier parce que demain, des vendeurs de logiciels peu scrupuleux, ou je reformule, des vendeurs de logiciels, dans une présentation très marketing, pourraient dire, chers recruteurs, vous êtes des RH, vous êtes passionnés par l'humain, le contact, les échanges, et donc, évidemment, vous voulez faire de votre mieux, mais vous n'y pouvez rien, compte tenu de là où vous avez grandi, de votre éducation, du quartier où vous avez grandi, de l'école que vous avez fréquentée, des entreprises et des postes où vous avez exercé, vous avez des biais, ce qu'on appelle des biais cognitifs. Vous n'y pouvez rien. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est de remplacer cette présélection par des algorithmes qui, eux, sont 100% objectifs. Du coup, il n'y aura plus de discrimination chez vous. Cette phrase, elle est fausse. Les algorithmes peuvent aider, mais dire que l'algorithme est 100% objectif, c'est faux. D'accord? Je vais vous donner deux illustrations. Il y en a une première que la plupart, je pense que beaucoup de monde connaît, qui est l'algorithme utilisé par Amazon. Le principe d'un algorithme, c'est de dire, je vais analyser des données du passé qui ont donné un certain résultat, en imaginant que si je reproduis ces mêmes données du passé, elles permettront potentiellement de prédire des résultats futurs. Par exemple, si j'ai identifié dans le passé que toutes les femmes étaient fortes en marketing, du coup, pour le futur, je vais recruter que des femmes pour des postes de marketing parce qu'elles sont meilleures que les hommes. Je l'ai identifié dans mes données du passé. Et je peux faire des analyses dans tous les sens. Est-ce que peut-être que les gens entre 22 et 34 ans sont plus performants en finance que les gens entre 34 et 38 ans? Et donc, en se disant, si j'ai constaté ça dans le passé, ça sera probablement vrai dans le futur. Et donc, l'idée, c'est avec des données du passé, de créer des modèles qui permettront de prédire le succès dans le futur. Okay. Sauf que, deux exemples. J'avais parlé de l'exemple d'Amazon. Vous savez que du coup, Amazon avait un petit peu analysé ses recrutements et du coup avait essayé de créer un algorithme pour mieux recruter. Sauf que comme historiquement Amazon avait recruté plus d'hommes que de femmes, l'algorithme a considéré que le fait d'être un homme était un facteur de performance par rapport au fait d'être une femme. Voilà. Donc, à nouveau, on prend de la donnée, on veut bien faire, mais on prend de la donnée qui a un biais parce qu'elle vient de choix humains. Et donc, on reproduit des biais dans le futur. Okay. Je vous donne un autre exemple hyper intéressant. Chez Fox News, la célèbre chaîne de télévision américaine, ils ont voulu également créer un algorithme pour leur recrutement et ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser la donnée du passé, mais on ne va pas prendre les 2 dernières années, on va prendre les 10 dernières années pour essayer d'être le moins discriminant possible, d'avoir ce qu'on appelle du big data. Super. Et on va se dire, tiens, comment on va définir les gens qui sont performants?
ça va être les gens qui sont dans l'entreprise depuis au moins 5 ans et qui ont eu 2 promotions. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec ça, mais du coup, ça paraît pas insensé de prendre ces éléments-là. Et donc, ils ont produit cet algorithme. Sauf qu'ils se sont rendus compte, et très récemment, il y a 2 ans, le patron de Fox News, qui était à la tête du groupe depuis 20 ans, a été condamné pour harcèlement sexuel systématique envers plusieurs femmes du comité de direction et, comme on dit, misogynie avérée. En fait, il s'avère que tous les postes de direction de haut niveau leur accès était systématiquement bloqué aux femmes parce que cette personne avait une difficulté avec les femmes. Et donc, bon, il a été jugé très bien, mais donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que du coup, ça fait 20 ans qu'en fait, si je suis une femme, je ne peux pas arriver dans l'échelon, top échelon de la boîte. Donc, si je prends les données du passé, je suis un algorithme, je regarde, tiens, en termes de potentiel, si je suis une femme, je suis bloqué à N-2 du sommet. Donc, en fait, être un homme est un facteur de performance. Donc, on se rend compte qu'on peut, même parfois, en voulant essayer d'avoir de la donnée extrêmement neutre, en prenant tous les meilleurs critères, c'est extrêmement compliqué d'avoir un algorithme qui soit 100% objectif. Donc, je pense que effectivement, utiliser des algorithmes dans le recrutement est une aide, mais attention, il faut connaître les limites des algorithmes que nous utilisons. C'est extrêmement important. Du coup, je reviens un petit peu peut-être sur le sujet d'HR Match. C'est assez intéressant parce que nous, on s'est beaucoup inspiré de ce que dit Cathy O'Neill, et elle dit un des premiers dangers des algorithmes, c'est le côté opacité. C'est-à-dire qu'un algorithme ne doit pas être opaque, il doit être ouvert et transparent pour qu'on puisse le comprendre. D'accord? Donc, si vous rentrez des données et qu'à la fin, ça vous donne un résultat, style le droit d'entrer dans une école, le droit d'avoir un boulot, c'est extrêmement risqué parce qu'en fait, on ne sait pas comment est faite la décision, ce qu'on appelle une boîte noire. Donc, par exemple, dans le cas de HR Match, nous avons pris la décision que l'algorithme soit 100% transparent. Donc, c'est-à-dire que pour chaque candidat, si je dis par exemple là, Marie Durand, elle correspond à 73% aux prérequis de l'offre. Si je clique sur son profil, je vais pouvoir voir l'ensemble des détails qu'on a retrouvés et qui correspondent, donc avec un petit trait bleu. Et pour les détails qu'on n'a pas trouvés ou qui sont incertains, il y aura un petit tilde orange ou une croix rouge carrément disant Marie Durand n'a pas cette compétence qui était attendue dans l'offre. Ce qui permet du coup, de façon très transparente, d'expliquer pourquoi Marie a 73% de correspondance avec l'offre et pourquoi elle n'a pas 80 ou pas 60 dans les 2 cas. Et donc, c'est transparent pour le recruteur. Donc, il peut, aller contre la machine s'il le souhaite pour X ou Y raison, contre l'algorithme, et il peut aussi justifier de sa décision. Voilà. Et évidemment, du coup, cet algorithme, la force, c'est que la candidate s'appelle Marie ou Aïcha, il n'y a pas de différence. Marie, Zineb, on s'en fout. Voilà. Deuxième point intéressant, vous allez remarquer que dans HR Match, nous n'avons pas pris en compte ce qu'on appelle les soft skills, donc plutôt la personnalité. Et donc là, je sais que j'ai beaucoup de recruteurs qui me disent, mais Gonzague, enfin, les soft skills, c'est hyper important aujourd'hui. On ne peut pas se limiter uniquement à l'expérience. On a aussi envie de savoir la personnalité des gens, ça compte pour les jobs. Évidemment, je suis 100% d'accord avec ça. Sauf qu'on pense qu'on ne peut pas l'analyser via des algorithmes. C'est-à-dire, est-ce que demain, je peux faire une corrélation entre quelqu'un écrit sur son CV, je joue au foot ou au rugby, peu importe, en club depuis 10 ans. Est-ce que ça veut dire nécessairement que cette personne est un compétiteur et que c'est un team player? Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'esprit d'équipe? Est-ce que parce que je joue au foot dans un club et que je fais un peu de compétition, que nécessairement je suis un compétiteur et que j'ai l'esprit d'équipe? Nous, on pense que ce n'est pas une relation directe. C'est peut-être vrai, peut-être souvent vrai, peut-être 8 fois sur 10, mais pas systématique. Et donc, en fait, si on commence à faire ces liens-là, on introduit quand même un certain biais dans le recrutement. Et donc, paradoxalement, et c'est aussi la complexité, c'est que pour nous, faire un algorithme qui tendrait vers le plus d'objectivité, c'est parfois accepter de supprimer certains critères de l'analyse pour être certain que l'analyse reste objective. Okay. Par exemple, vous savez que chez Clever Connect, on a une solution qui s'appelle Visio-Talent, qui permet de faire des entretiens vidéo et justement d'analyser les soft skills, parce qu'on pense que c'est déterminant
dans un recrutement, de déterminer si les gens ont la motivation et la personnalité adéquate. Certains algorithmes permettent d'analyser automatiquement la vidéo. Nous, on pense que pour des raisons technologiques, mais aussi pour des risques, on n'a pas envie d'aller jusque-là parce qu'on pense que l'analyse d'une reconnaissance faciale, d'un ton de voix, d'un rythme de voix dans un entretien de 5 minutes ne permet pas de faire des liens évidents et d'adéquation entre une personnalité et un candidat et une adéquation entre un candidat et un poste. Donc, c'est pour ça, et j'en viendrai peut-être à la conclusion de ce que moi je pense pour respecter un petit peu notre timing, j'avais dit 30 minutes. Je suis évidemment, en tant qu'éditeur de logiciels, convaincu que les algorithmes peuvent apporter une solution significative dans le recrutement et notamment sur le volet discrimination, évidemment. Sous réserve que, ces algorithmes soient transparents. C'est-à-dire que je pense réellement qu'il ne faut pas, dans nos entreprises, utiliser des algorithmes dont on ne comprend pas en profondeur comment ils fonctionnent. Sinon, on a l'impression, on se donne bonne conscience, on se dit super, je fais un très bon truc, alors qu'en fait, je suis en train de générer des inégalités contre lesquelles j'espérais à l'origine combattre. Dommage. Donc, la transparence, la bonne compréhension, la bonne utilisation. Et troisième point, la régulation. Évidemment, vous le savez, on a mis en place, c'est mis au niveau européen en place le RGPD. Je crois que dans cette même logique, on devrait encadrer le développement des algorithmes et les soumettre à… Est-ce que demain, ça serait peut-être une autre autorité française ou européenne d'analyse, de transparence des algorithmes? Alors, vous allez me dire, ça serait compliqué. Alors, on a déjà dit, oui, je suis d'accord. Peut-être qu'on pourrait du coup déjà le faire en fonction de l'impact de ces algorithmes. Je vous donne un exemple, ce que je donne toujours à mes équipes. Évidemment, en fonction du domaine d'activité, l'algorithme est plus ou moins important. Dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine légal ou judiciaire, si vous êtes en train d'essayer de prédire la probabilité que quelqu'un récidive. C'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis. Je pourrais vous en parler si vous voulez, mais c'était extrêmement chaud. Est-ce que si vous essayez de prédire, est-ce que quelqu'un a un cancer ou est-ce qu'il devrait être opéré ou pas? Si vous essayez de prédire, est-ce que cette personne a le droit de rentrer dans telle école ou pas? Vous allez avoir un impact majeur et déterminant sur la vie des gens. Et donc, évidemment, quand nous, on travaille dans des algorithmes dans l'emploi, je trouve que ça devrait être encadré parce que c'est une question d'intérêt public. Demain, en cette période de confinement, vous regardez peut-être des séries sur, que sais-je, Canal, Netflix. Ils utilisent aussi des algorithmes, mais au pire, s'ils se trompent dans leurs algorithmes et qu'ils vous font une mauvaise recommandation, vous allez regarder un AV pendant 1 heure. C'est dommage, je ne vous le souhaite pas, mais ce n'est pas très grave. D'accord? Donc, il y a aussi une réflexion à dans quelle mesure devrions-nous concentrer cette transparence et cette régulation autour des sujets majeurs et sensibles. Voilà. Voilà, ça fait 30 minutes. J'ai essayé d'être le plus concis possible. J'espère que le sujet vous a intéressé. Ce que je vous propose, je vais quitter la présentation et je vous laisse un peu réagir, poser des questions si vous le souhaitez. Et j'y répondrai du coup avec grand plaisir si je suis capable d'y répondre, évidemment. En tout cas, merci à nos 30 participants. N'hésitez pas, hein. Hop. Je vais arrêter le partage d'écran et je reviens en direct. Alors, du coup, une première question. Donc, j'ai une première question de Patricia, mais Patricia, du coup, c'était une problématique vraiment particulière liée à vous. Donc, si vous voulez, je vous répondrai juste après. On peut échanger par mail pour me concentrer sur le sujet d'aujourd'hui. Vincent, peut-on imaginer de la blockchain pour verrouiller les données dans des parcours candidats comme les diplômes, etc. Je pense, alors je ne suis pas un expert de la blockchain, mais je sais qu'il y a des entreprises qui regardent, qui sont en train d'analyser le sujet. Il y a plein de questions en fait en disant il y a comment on entraîne les algorithmes, mais est-ce que les données sont bien anonymisées pour entraîner l'algorithme? Donc ça, c'est une des vraies questions. Et ensuite, c'est est-ce que l'algorithme donne des résultats non visés? Parce qu'en fait, là, vous parlez de
et c'est un sujet intéressant, c'est peut-on imaginer de la blockchain pour verrouiller des données dans les parcours candidats? Donc, c'est plutôt au moment de la collecte. Là, vous dites comment est-ce qu'on valide la bonne collecte de la donnée. Donc, en fait, c'est un sujet RGPD. Je ne suis pas un pro du coup de la blockchain, donc je sais, en tout cas, j'ai déjà rencontré dans mes pérégrinations RH des scientifiques et des chercheurs qui essayaient d'utiliser la blockchain sur ces sujets-là, ouais, pour protéger l'information. Jérémy, alors, Jérémy a posé une question supplémentaire répondant en direct. Est-ce que le candidat a également le pourcentage de son match affinité avec l'offre à laquelle il postule? Alors oui, mais en fait, du coup, nous, on a HR Match, mais on a deux versions. On a HR Match candidat et HR Match recruteur. Donc, HR Match recruteur fait la pondération côté recruteur, on va dire dans son ATS. Et HR Match candidat, c'est à peu près la même version du logiciel, mais que vous pouvez mettre en tant qu'entreprise sur votre site carrière. Et du coup, automatiquement, ça va trier les offres d'emploi pour le compte du candidat par degré de correspondance, justement, là, lui, pour l'aider dans son acte de candidature et pour qu'il aille là où il a le plus de chances d'être reçu, pour qu'il aille là où ça maximise sa probabilité de trouver un job qui lui correspond. Voilà. Sauf que juste pour le candidat, on l'exprime sous forme de 5 étoiles et pas de pourcentage parce qu'on pense que la granularité, on préfère rester un peu plus vague sur la granularité côté candidat. Question suivante, Marie-Laure. J'essaie d'avancer. Si vous êtes insatisfait de certaines réponses ou que vous avez envie d'aller plus loin, vous m'envoyez des petits messages. On peut continuer à échanger. Marie-Laure, avez-vous une réponse pour savoir comment accompagner les entreprises qui recrutent sur le territoire national, par exemple avec des critères structurants comme typiquement le lieu d'habitation par rapport au lieu de travail, sans que ça puisse devenir un critère discriminant et qui à mauvais escient? Alors, je dois relire la question. Je suis désolé, elle est un petit peu longue pour que je puisse me concentrer. Avez-vous une réponse pour savoir comment accompagner les entreprises qui recrutent sur le territoire national, par exemple avec des critères structurants, comme typiquement le lieu d'habitation par rapport... Alors, en fait, la complexité de la distance domicile-travail, c'est théoriquement, c'est une information pour le candidat, mais qui n'est pas censée être utilisée par le recruteur. C'est-à-dire qu'on s'en sert dans le matching des candidats en disant, il y a des candidats qui disent, moi, je ne souhaite pas travailler à plus de 20 km de chez moi. Et donc, quand on fait un matching entre un candidat et une offre, on ne va pas lui montrer du coup les offres qui sont à plus de X kilomètres de chez lui, puisque ça ne l'intéresse pas. En revanche, à partir du moment où un candidat accepte de postuler à une offre, quelle que soit la distance, ce n'est pas censé être un critère de choix pour le recruteur. Alors, vous allez me dire, dans l'arrêté, peut-être que vous pouvez vous dire en tant que recruteur, oui, mais moi, je pense que le fait que ce candidat fasse 100 km tous les jours, ça va être un frein sur le long terme. Vous pouvez peut-être le penser, mais vous ne pouvez pas l'utiliser et sûrement pas dans des algorithmes à ce stade. Voilà. Donc, c'est le candidat qui a la main et c'est lui qui fait le choix de dire est-ce que cette distance lui va ou pas. Émilie, toutes les datas de départ sont plus ou moins forcément biaisées. Comment faire dans ce cas pour avoir une base neutre? C'est hyper dur. C'est hyper dur d'avoir une base neutre. C'est d'ailleurs toute la complexité. Un des points qui peut quand même permettre d'aider, c'est de dire, vous savez, du coup, sur Clever Connect, on a HR Match, mais on a aussi Météo Job. Et en fait, on sert beaucoup de Météo Job puisque sur le site, on a en permanence 150 000 offres et on a 6 millions de candidats inscrits qui tous les jours postulent à des centaines de milliers d'offres. Donc en fait, ça fait énormément d'interactions, ce qui nous permet d'affiner notre matching sur une volumétrie extrêmement importante et en permanence changeante. Et donc, ça ne rend pas les biais impossibles, mais le risque, c'est qu'en fait, si vous prenez une data, ce qu'on appelle morte, c'est-à-dire que par exemple, si vous prenez les données de votre entreprise à un moment donné, ou même si vous allez sur LinkedIn, vous faites un extract de tous les profils et vous essayez de faire des analyses. En fait, comme cette donnée, elle est figée et qu'elle évolue pas dans le temps, c'est compliqué de voir là où il y a des erreurs. La force pour nous, c'est comme on dispose de Météo Job, c'est une sorte de laboratoire vivant où on peut voir des centaines de milliers de personnes postuler à des centaines de milliers d'offres et du coup comprendre que tiens, on a vu des centaines de personnes qui avaient tel diplôme postuler à cette offre et aucun n'a été retenu. C'est du coup que j'imagine qu'il n'y a pas de passerelle en fait entre cette expérience et ce métier. Donc il faut arrêter de les rapprocher et de suggérer. Ou vice-versa, on va voir que des nouvelles passerelles se créent parce que les métiers changent, les attentes évoluent, les compétences également. Les formations initiales aussi des écoles et des étudiants changent. Donc, tout ça,
ce qu'il faut voir, c'est que ce matching, c'est un rapprochement entre des compétences qu'ont des candidats et des compétences attendues dans des métiers. Et comme tout ça, ça évolue, en tout cas, nous, on est convaincus qu'un des premiers points, c'est de disposer du volume de données suffisante et en évolution pour permettre de réduire les biais. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions qui ont été posées. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors du coup, j'ai une question. Je ne triche pas, hein, je vous lis les questions en direct. Bonjour Gonzague, je pense également que les algorithmes peuvent réduire les discriminations à l'embauche, mais pensez-vous que les algorithmes ont vraiment un impact puissant face à la discrimination à l'embauche? Vous avez parlé du scandale Fox News notamment. Est-ce que le problème ne vient pas plutôt des hommes avec un grand H, le syndrome de l'effet miroir, qui consiste à chercher les candidats qui ressemblent à la personnalité du recruteur et surtout la manière d'utiliser les algorithmes? Je m'excuse car la question est longue, non, il n'y a pas de problème. Mais en fait, cette question, enfin, je veux dire, c'est difficile de vous donner une réponse. Enfin, ça sera forcément ma réponse à nouveau qui sera également biaisée. Donc, il faut accepter qu'en fait, ce qui est dur dans ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on travaille sur des sciences sociales euh, dans lesquelles il n'y a pas de vérité absolue, mais que des vérités relatives. C'est-à-dire que quand on fait, je ne vais pas dire que c'est facile, mais quand on fait des mathématiques, 2 plus 2 font 4. Enfin, on crée des formules et on sait à la fin, on a bon, enfin, on a raison, on a tort. C'est binaire, c'est vrai ou c'est faux. En recrutement, c'est extrêmement compliqué. Est-ce qu'on peut dire, même a posteriori, on ne sait même pas vraiment dire à partir de quand on peut dire que c'est un bon recrutement, pas un bon recrutement? Est-ce que c'est quand la personne elle reste dans l'entreprise? Oui, mais on n'est pas sûr parce que parfois, c'est les mauvais qui restent et les bons qui partent. Est-ce que c'est le commercial qui fait le plus de chiffres? Oui, mais dans les commerciaux qui font le plus de chiffres, est-ce qu'il n'a pas eu un meilleur marché qu'un autre, une meilleure condition économique, un meilleur manager, du coup, il a eu des meilleures performances? Enfin bref, c'est extrêmement dur en fait d'avoir des données fiables. Moi, j'ai juste une conviction, c'est que c'est un mélange de technologie. Enfin, la bonne réponse, pour moi, se base sur deux choses. Un mélange d'humains et d'algorithmes, effectivement, et moi, je crois beaucoup à l'approche multifacteur, multipersonne. D'ailleurs, je suis en train de rédiger une sorte de petite thèse sur le sujet qui est de dire, je pense qu'à partir du moment où on fait intervenir au moins deux personnes dans un recrutement, on diminue de façon extrêmement importante les risques de biais. Beaucoup plus que par deux, en fait, parce que la probabilité que deux personnes aient les mêmes biais cognitifs et la même discrimination, elle est assez faible. Donc déjà, si deux personnes interviennent dans un processus de recrutement, on diminue fortement les risques de biais. Ensuite, moi, je milite pour l'utilisation de différents types d'outils et de solutions qui vont permettre plus facilement de mettre en avant les points de force et les points de faiblesse éventuels de candidats. C'est-à-dire, j'ai créé Visiotalent, qui est une solution de recrutement en vidéo, mais je ne pense pas que la vidéo soit la réponse systématique pour tous les postes, pour tous les candidats. Je pense que c'est un élément d'information qui va permettre aux recruteurs de regarder un peu comment se comporte le candidat. Mais il est intéressant de le coupler avec peut-être l'analyse de son CV et de son expérience, parce que ça va jouer, peut-être un test de personnalité, peut-être des tests cognitifs ou des tests techniques, un business case pour voir comment le candidat réfléchit, peut-être un assessment center pour voir en groupe quelle est sa capacité à interagir avec d'autres personnes. Et en fait, toute la difficulté, c'est comment on fait un process qui soit à la fois court et sympa pour le candidat, engageant, euh, qui ne soit pas trop dur en termes de productivité pour le recruteur, mais qui permette tout de même de cerner un petit peu tous les aspects de la personne, de la personnalité du candidat. Et pour moi, il faut différents outils qui vont au minimum laisser passer les points de faiblesse et les points de force de l'ensemble des candidats. Donc moi, je crois beaucoup ce qu'on appelle le MMRA, c'est Multi-Person and Multi-Factor Recruitment Approach. Voilà. Donc désolé, je suis allé un peu plus loin, mais pour limiter la discrimination, je pense qu'on est un sur une question d'outils et deux sur une question d'humain. Voilà. Et en ayant au moins deux outils et deux personnes, je pense que du coup, on limite grandement les risques de biais d'un côté et de l'autre. Voilà mon avis. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne pense pas que les algorithmes remplaceront les humains et en même temps, je pense que néanmoins, les algorithmes sont un apport substantiel à l'analyse humaine.
Alors, question d'Émilie. Comment vérifiez-vous, validez-vous la réponse de vos algorithmes? Par exemple, sur HR Match, on fait exactement ce type de test, la technique des tests par pair, mais qu'on fait en interne. Et d'ailleurs, pour rien vous cacher, j'étais allé voir notamment ce directeur de recherche pour qu'il puisse lui-même tester nos algorithmes pour essayer d'avoir une instance neutre qui permette un petit peu de valider et de tamponner, parce qu'évidemment, ce que je vous dis, là, vous êtes obligé de me croire sur parole. Et je trouve ça dommage. Et donc, comme je milite pour une certaine transparence et une sorte d'institution supérieure qui validerait les algorithmes, nous, ce qu'on fait, c'est que je prends le même CV qui a deux noms différents et je regarde si le pourcentage, par exemple, d'adéquation à une offre est le même. Voilà. Et donc déjà, par exemple, ça me permet de montrer que le lieu de résidence n'a pas d'impact ou le nom de la personne n'a pas d'impact. Et je fais la même chose avec les hobbies. Voilà. Et du coup, tout ce qui ne doit pas rentrer en considération, je le change et je vois si les résultats changent. S'ils changent, ça veut dire que du coup, il y a un biais dans mon algorithme. S'ils ne changent pas, c'est qu'a priori, il n'y a pas de biais. Mais je peux vous livrer d'autres éléments. C'est que, par exemple, pour analyser le contenu d'un CV et le contenu d'une offre, il faut être capable de faire ce qu'on appelle du parsing. Donc, c'est de faire lire automatiquement le contenu de l'offre et le contenu du CV par un ordinateur. D'accord? Et par exemple, ça, on sait qu'on arrive mieux à lire un document en PDF qu'un document en format photo. Donc, par exemple, là, c'est un biais, mais qui est plutôt un biais technologique, qui est de dire que le même CV, s'il y en a un qui est mis sous forme photo et un autre sous forme PDF, ils peuvent ne pas donner exactement le même rendu parce qu'on peut rater quelques informations sur le format photo qui est moins facile à lire. Voilà. Une illustration, par exemple. Évidemment, toutes les entreprises dont nous travaillons à minimiser ces erreurs, mais on n'est pas sur des taux de 100%. On peut faire sur certains sujets du 98, 99, mais ça veut quand même aussi dire, il faut être un peu humble, que une fois sur 100, deux fois sur 100, 5 fois sur 100, on ne capte pas toute l'information. Voilà. Mais de la même façon que les humains ne captent pas toute l'information. Hein. Sur 100 CV regardés, je ne suis pas certain que la machine, enfin que l'humain soit plus performant que la machine. Il y a un autre élément important, c'est, alors ce n'était pas dans le cadre de l'analyse qui a été faite là, mais on sait aussi que la présentation du CV a un impact important sur le recruteur. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien, mais ça a un impact. Alors que par exemple sur HR Match, ça n'en a pas. Votre CV il peut être juste en noir et blanc ou avec plein de couleurs. Globalement, le logiciel, l'algorithme va se focaliser uniquement sur le contenu. Donc, si vous êtes bac+5 ou bac+4, peu importe, je veux dire, la rédaction que vous avez autour, le graphisme, le design et tout ça. Après, on peut considérer que le fait de faire un effort sur son CV, et par exemple dans une profession, je ne sais pas, marketing créatif, peut être un élément qui est pris en compte par le recruteur. Donc, c'est pour ça que les sujets sont complexes. Voilà, voilà. Eh ben, c'était des top questions, pas toutes faciles, hein, donc voilà, j'ai essayé de faire les réponses les plus courtes possibles, même si elles n'étaient pas si courtes que ça finalement. Donc je rappelle pour ceux qui... Merci infiniment, merci Vincent, merci à tous d'avoir participé, au plaisir de vous retrouver en mai. Si vous avez besoin de contenu, salut Marie-Laure, salut Amandine, merci à tous. Si vous avez besoin de contenu, vous pouvez laisser un petit message ou votre adresse mail et nos équipes au marketing vont, d'ailleurs je crois que j'ai le RH tout à l'heure, mais nos équipes au marketing vont vous envoyer les contenus si vous voulez. Si vous avez d'autres questions plus perso, on peut essayer de répondre aussi. OK?